Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'acquisition immobilière ou à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble comment on peut accompagner les copropriétés face à leurs enjeux de rénovation énergétique. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Delphine Merle. Bonjour Delphine Merle. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes cofondatrice de Whitebird. Whitebird qui est une activité d'administrateur de biens. Vous avez donc des activités de syndic, mais aussi de gestion locative. Et le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est la rénovation énergétique, non pas des biens, non pas des appartements ou des maisons, mais bien des copropriétés, à savoir d'un immeuble qui doit mettre d'accord un ensemble de copropriétaires sur le fait d'actionner ou non des travaux de rénovation énergétique. Avant de comprendre vraiment comment on peut mettre ça en place, il y a un calendrier gouvernemental qui de toute façon va forcer les copropriétés, après les propriétaires particuliers, à se lancer dans des travaux de rénovation. Tout à fait. Depuis la loi climat et résilience, il y a effectivement un agenda qui s'impose à toutes les copropriétés, avec évidemment une montée en puissance. Les premières copropriétés qui sont concernées donc depuis le 1er janvier 2023, ce sont les copropriétés de plus de 200 logements. D'accord. Qui doivent mettre en place ce qu'on appelle un plan pluriannuel de travaux, qui contient aussi un diagnostic technique global et qui permet en fait déjà de faire un bilan et puis de proposer un plan d'action pour améliorer la performance énergétique de la copropriété. D'accord, donc là, c'est les plus grands immeubles aujourd'hui doivent déjà le faire, ont déjà l'obligation de le faire. En tout cas, de voter le plan pluriannuel de travaux, puis après de le faire et ensuite de mettre en place ce fameux plan d'action qui découlera de ce fameux PPT, désolé, c'est pas très joli mot. Bien sûr, donc plan pluriannuel de travaux, bien sûr. De travaux, et ça permettra aussi aux copropriétés de donner de la visibilité à l'ensemble des copropriétaires sur l'argent qu'il faudra mettre de côté. Bien sûr. Pour pouvoir réaliser ces travaux. Donc c'est une très bonne première étape, mais le chemin à parcourir est encore très long. Voilà. Sachant que là, on parle que des immeubles de plus de 200 logements, et ensuite le calendrier est un petit peu plus allongé finalement. Il est un peu plus flexible pour les immeubles entre 50 et 200 logements. Donc l'obligation de voter justement ces plans pluriannuels de travaux, c'est à partir du 1er janvier 2024. Et 1er janvier 2025 pour les plus petits immeubles. Alors, on va revenir un petit peu sur le parcours de ce qui se passe lorsque l'on vote effectivement ce plan pluriannuel de travaux. Mais juste avant, qu'est-ce qui se passe si une copropriété ne le fait pas ? C'est-à-dire qu'il y a un calendrier, par exemple, pour les particuliers. Si vous ne faites pas la rénovation énergétique de votre bien, vous ne pouvez plus mettre votre bien en location et donc vous ne pouvez plus tirer de revenus de votre appartement ou de votre maison. Est-ce que là, il y a une contrainte aussi gouvernementale si jamais on ne vote pas ou on n'engage pas ces travaux? Là, la contrainte, elle est plus liée finalement à la création de valeur autour des biens des copropriétaires et le fait que quand ils vont vouloir vendre leur appartement, ils vont devoir justifier pourquoi ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'il y a un problème sur l'immeuble? Est-ce qu'il y a des coûts cachés, etc. Donc en fait, ça va très vite devenir un frein, puisqu'on va devoir, nous, en tant que syndic, donner toutes les informations liées à ces obligations-là. Et donc, il y a quand même une conséquence assez directe, alors moins directe que je ne peux plus louer mon appartement et c'est une catastrophe, mais effectivement c'est un vrai sujet et on va être obligé de fournir pour la vente d'appartements ces diagnostics. Donc si un immeuble est vraiment stable et personne ne veut vendre pendant 10 ans, peut-être qu'il ne se passera pas grand-chose, mais c'est jamais ça arrive rarement. Ça arrive rarement. Donc voilà, l'enjeu il est vraiment là, il est aussi dans la fluidité du marché immobilier et le fait de pouvoir continuer à faire de la transaction, ce qui est quand même important. Ça veut dire qu'à partir de 2023 et sur les prochaines années, on va voir mécaniquement lors des assemblées générales une proposition soumise au vote de la part du syndic de lancer ou non le plan pluriannuel de travaux. Tout à fait. Et c'était déjà le cas depuis plusieurs années. On était, nous, en tant que syndic, censés proposer aussi des diagnostics techniques globaux. D'accord. Donc, depuis plusieurs années, on les proposait. Mais c'est vrai que, comme il y avait moins de contraintes après, le fait de ne pas les voter, finalement, n'avait pas de conséquences. C'était un peu plus difficile d'expliquer à une copropriété qu'il fallait dépenser 3, 4, 5 000 euros pour faire un diagnostic technique global qui n'était pas sanctionné, dont l'absence n'était pas sanctionnée. Mais alors effectivement, ça dépend des copropriétés. Il y a des copropriétés qui se passent très bien, d'autres un peu moins bien. Parfois, on sent qu'on peut avoir du mal à se mettre d'accord, je ne sais pas, sur une rénovation de toit ou de partie commune. Quand on parle de travaux énergétiques, donc pas quelque chose qu'on subit au quotidien en tant que copropriétaire quand on y vit, mais quelque chose qu'on doit anticiper. Est-ce qu'on arrive à faire comprendre, effectivement, à véhiculer ce message qu'il y a nécessité d'agir sur ces travaux-là également ? Alors
Oui, mais c'est vrai qu'il y a tout un enjeu de pédagogie, parce que cette loi climat et résilience, elle est évidemment très importante et c'est vraiment une très grande étape de franchie. Mais maintenant, il faut l'expliquer et la simplifier pour l'ensemble des copropriétaires et des parties prenantes autour de ces enjeux de rénovation énergétique. Et par exemple, pardon, mais quand vous commencez à en parler avec des copropriétés, vous constatez qu'il y a conscience qu'il faut faire quelque chose, mais qu'on ne comprend pas ce qu'il faut faire, ou que simplement, en fait, le message n'est pas encore arrivé juste aux copropriétaires? Il y a des niveaux de maturité très, très différents en fonction des centres d'intérêt des uns et des autres, mais globalement, l'ensemble des nouvelles contraintes imposées par la loi climat et résilience et leurs conséquences sont quand même finalement assez peu sues. D'accord. Et donc, on a un vrai enjeu de pédagogie pour faire connaître les conséquences réglementaires, mais aussi les conséquences, effectivement, d'un point de vue création de valeur et valeur du patrimoine. Valorisation ça, je pense que finalement, c'est un des arguments qui fonctionne le plus. Et en plus, les travaux de rénovation énergétique sont souvent couplés à d'autres typologies de travaux qui vont souvent aussi avec, normalement, une baisse aussi du niveau de charge. Donc, c'est pas seulement j'investis pour pouvoir avoir une meilleure lettre dans mon logement. Bien sûr, et garder mon bien à sa valeur actuelle. C'est aussi, je change de chaudière, je vais baisser mes charges, j'améliore l'étanchéité de l'immeuble, je vais devoir dépenser moins d'argent pour chauffer, etc., etc. Donc, il y a aussi, quand même, malgré tout, et ça c'est très important de le souligner, des conséquences financières qui peuvent qui peuvent justifier aussi la partie d'engagement de travaux de rénovation énergétique. Et alors concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que le plan pluriannuel de travaux est soumis au vote. On imagine qu'il y a des discussions en amont avant qu'il soit soumis au vote. Cette fameuse pédagogie peut-être pour faire comprendre pourquoi il est au... C'est vraiment la première étape et c'est pas la partie la plus onéreuse. Donc en fait, c'est vrai que par rapport à un budget de charge global d'un immeuble, le fait de voter ce plan pluriannuel de travaux, c'est pas non plus un engagement infini. Est-ce que ça veut dire qu'on s'engage déjà sur des travaux qu'on doit faire, ou non, ça veut dire qu'on s'engage sur un audit, un bilan et certainement un plan d'action proposé qu'il va falloir challenger après, réunir une équipe autour de la copropriété avec un architecte, etc. pour après affiner, proposer un plan d'action. Et c'est là où on commence à vraiment s'engager, finalement. D'accord, Quand on vote le plan pluriannuel de travaux, on accepte juste de faire un constat sur la situation de l'immeuble en question. Exactement, mais qui est vraiment l'étape numéro 1 nécessaire pour après faire la suite. Et après, évidemment que il y a un certain nombre de préconisations, mais qui ne sont jamais respectées, jamais appliquées, on va avoir un problème au sein de la copropriété. Mais on a quand même du temps pour le faire, et ne serait-ce que la vie de la copropriété, puisque ce plan pluriannuel de travaux va être voté une année, il va être fait, et ensuite il faudra attendre l'année d'après pour voter les travaux éventuels à lancer. D'accord, parce qu'il y a un an, du coup, mécaniquement, entre les deux AG, où on a le temps de faire un audit énergétique du bâtiment. Tout à fait, c'est un peu le rythme des copropriétés, où évidemment, chaque année, il y a une assemblée générale ordinaire. Alors on peut, quand il y a évidemment des sujets très importants à faire voter, faire une assemblée générale extraordinaire. Mais c'est ça plutôt le rythme habituel de la vie en copropriété. La question que beaucoup de copropriétaires se posent, ça coûte combien de faire rénover énergétiquement un immeuble? Franchement, c'est impossible de répondre, mais ça dépend totalement des typologies d'immeubles et des années de construction. On se doute bien qu'un immeuble haussmannien ne va pas pouvoir faire l'objet d'une double couverture. En revanche, on va pouvoir peut-être doubler les plafonds hauts des caves pour mieux isoler les parties communes. On va pouvoir changer la chaudière. De la même façon, un ravalement dans un immeuble des années 70, on va pouvoir en profiter pour changer les fenêtres, par exemple, et améliorer la performance des logements. En fait, la stratégie, elle va énormément dépendre de la nature de l'immeuble, de son pédigré, entre guillemets, et de son année de construction. Il existe des aides aujourd'hui quand on est au niveau des copropriétés pour justement financer une partie de cette rénovation? Oui, tout à fait. Alors, il y a des aides qui sont apportées par les agences locales du climat. D'accord. À Paris, ça s'appelle l'APEC, par exemple, mais qui se déclenchent en fait au-delà d'un certain seuil d'économie d'énergie. D'accord. Donc, ça marche pas à tous les coups. Ok. Donc, il faut faire des gros travaux finalement pour récupérer ces aides. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut que c'est un impact sur la consommation énergétique de l'immeuble. D'accord. Voilà, donc ce qui est quand même assez logique, mais les seuils sont parfois assez hauts, et notamment c'est 30%, mais l'APEC, donc l'Agence parisienne du climat, a baissé ce seuil pour permettre de financer plus de copropriétés dans Paris. C'est un exemple, et voilà, c'est des initiatives qui sont plutôt locales. Ensuite, il y a un vrai enjeu de financement, et non, pas dans le cadre d'aide, mais juste de financer, c'est-à-dire des emprunts, et c'est vrai qu'il y a l'éco-prêt à taux zéro,
et qui fonctionnent, mais les dispositifs d'aide aux copropriétés sont très très limités. Oui, puisque c'est l'éco-prêt à taux zéro, c'est pour les particuliers plutôt. Oui. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est face à une situation où il faudrait, et ce serait vraiment super si on était entendu, mettre à la disposition des copropriétés beaucoup plus de dispositifs de financement. Et finalement, il n'y a que peu de banques qui accompagnent les copropriétés sur des emprunts. D'accord. Ça s'appelle des emprunts collectifs. Et il y a des sujets après assurantiels, puisqu'évidemment, vous prêtez de l'argent à une copropriété. Après, il y a l'assurance. Mais comment on détermine la capacité d'endettement d'une copropriété ? Alors ça, c'est assez intéressant. En fait, c'est des prêts qui sont liés à la personne et non pas au lot. D'accord. Et il n'y a pas de limite d'âge. Donc ça, il faut le savoir, c'est très important parce qu'il y a un certain nombre de copropriétaires qui, finalement, ont peut-être passé l'âge des emprunts classiques. D'accord. Et ça ne rentre pas en ligne de compte. Donc les prêts collectifs, de ce point de vue-là, fonctionnent assez bien. Mais il y a malheureusement que très peu d'institutions bancaires qui le pratiquent. Donc c'est des délais d'instruction qui sont longs. Et finalement, on a peu de choix sur le marché. Donc ça, c'est vraiment dommage. Voilà une piste d'amélioration peut-être pour favoriser la rénovation énergétique des copropriétés, permettre le financement peut-être par emprunt bancaire. Merci beaucoup Delphine Merle d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Whitebird. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.